Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un acteur français, une autre légende du comique, devrais-je dire, mais aussi l'acteur plus dramatique qu'on ne connaît pas, à savoir André Rimbourg, dit Bourvil. Je tiens à remercier Cinéma Fabrice qui m'a aidé pour certaines des anecdotes de films, mais aussi l'univers de Bourvil qui m'a partagé aussi son savoir sur l'acteur. Je vous mets le lien de leur page Instagram en description. André Robert Rimbourg est né le 27 juillet 1917 à Prétot-Viquemar. Il est le fils d'Albert René Rimbourg, qui décédera de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, et d'Eugénie Pesquet, une famille d'agriculteurs. Sa mère se remet avec un homme du nom de Joseph Ménard, qui habite là Bourvil, le village natal de sa mère. Ils y habitent avec son frère René Rimbourg. Le petit André est un bon élève qui obtint son certificat d'études avec la mention très bien, donc entame des études pour devenir instituteur. Mais il ne suivit ses cours que pendant 2 ans pour entrer ensuite au domicile familial. C'est alors que le Bourvil que nous connaissons commence à émerger. En effet, André est fan de Fernandel. Il se donne à cœur joie d'imiter son idole tout en exerçant de petits boulots par-ci par-là. Une vocation est née. En 1938, il participe au concours radio-crochet Les Fiancés de Bir. Il gagne le prix sous le pseudonyme d'Andrel, nom inspiré de son idole, et s'achète un accordéon. Une fois le personnage d'Andrel épuisé sous toutes ses formes, il créera le personnage du paysan bébête et naïf et devient Bourvil en 1942 en s'inspirant du nom du village de sa mère, en enlevant tout simplement le à la fin. Si Bourvil est connu dans le monde de la chanson et de l'opérette, il aimerait aussi se faire une place au cinéma. Il apparaîtra une première fois dans Croisière sidérale d'André Svoboda en figurant, et apparaîtra 3 ans plus tard en chanteur à la noce dans La ferme du pendu de Jean Dréville. Ce sont finalement des rôles d'hommes naïfs et bébêtes qui lui feront accéder à une plus grande notoriété à partir de Pas si bête d'André Berthaumieux en 1947. Il sera cantonné à ce genre de rôle pendant un moment. Le premier film dont je voudrais parler est Garou-Garou, le passe-muraille de Jean Boyer, sorti en 1951. Un film inspiré de la nouvelle Le passe-muraille de Marcel Aimé. Il s'agit de la première adaptation de cette nouvelle. Le film raconte l'histoire de Léon Dutilleul, petit fonctionnaire interprété par Bourvil, qui apprend par inadvertance qu'il peut passer à travers les murs lorsque sa sœur et son beau-frère refusent de lui ouvrir la porte car il est éméché. Il se sert alors de ce don pour jouer des tours à ses supérieurs hiérarchiques jusqu'au jour où il découvre Suzanne, interprétée par Joan Greenwood, une voleuse pour qui il s'éprend et veut l'aider à revenir dans le droit chemin tout en la séduisant. Pour cela, il va se faire passer pour le voleur Garou-Garou. Ce rôle montre bien la naïveté des personnages que Bourvil interprète à l'époque, puisqu'il se sert de ce don pour aider et fait toujours preuve de bienveillance autour de lui, même s'il veut se faire passer pour un voleur. D'ailleurs, le rôle a été adapté pour Bourvil, car dans la nouvelle, son personnage couche avec Suzanne, alors que là, non. Le film, pour l'époque, est une réussite en effets spéciaux, car on se doute que de faire passer un acteur à travers les murs en 1951 ne devait pas être évident. Le film fit rencontrer Bourvil et Gérard Houry, pour qui il tournera bien évidemment Le Cornio et La Grande Vadrouille, et avec qui il restera ami pendant près de 20 ans. Pourtant, ils se rencontrèrent lors d'une scène où Bourvil devait gifler Gérard Houry de nombreuses fois, scène qui fut retournée plusieurs fois qui plus est. Le film suivant dont nous allons parler est Le Trou normand de Jean Boyer, encore, sorti en 1952. Film dont nous avions rapidement parlé pour évoquer les débuts de Brigitte Bardot au cinéma. Le film raconte l'histoire d'Hippolyte Lemoine, interprété par Bourvil, un homme bébête qui, vivant à la ferme de son oncle, se la voit léguer par lui
à sa mort à condition qu'il obtienne le certificat d'études dans l'année. Sa belle-sœur Augustine, croyant qu'elle hériterait de l'oncle, va alors tomber des nues et faire tout pour manipuler Hippolyte, notamment avec l'aide de sa fille Javotte, interprétée par Brigitte Bardot, qui va aller jusqu'à le séduire pour récupérer l'auberge. Le film met une nouvelle fois Bourvil dans le rôle d'un bébête, au cœur tendre, car il serait prêt à écouter ce qu'on lui dit et renoncer à l'auberge si les habitants du village n'étaient pas là pour l'encourager. Le tournage se déroule en partie à la Vieille Lyre, où un soir l'équipe de tournage oublia Bourvil sur place qui rentra à pied à l'hôtel sans broncher devant ses partenaires dans le film. De plus, l'auberge du Trou Normand est toujours en place dans le village et est maintenant devenue un gîte. Comme nous l'avions dit, c'est la première apparition de Brigitte Bardot au cinéma, à tout juste 18 ans. Bourvil dira d'elle qu'il ne décèle aucun talent chez cette jeune fille qui pensera ne fera pas carrière. Comme quoi tout le monde peut se tromper. Le film dont nous allons parler à présent réunit pour la première fois deux acteurs qui seront réunis pour deux grands films dont nous avons déjà parlé, à savoir Bourvil et Louis de Funès pour Poisson d'avril de Gilles Granger, sorti en 1954. Le film relève d'une simple histoire. Émile Dupuis, donc interprété par Bourvil, achète une canne à pêche avec son salaire au lieu d'acheter une machine à laver pour sa femme Charlotte, interprétée par Annie Cordy. Il partira discrètement en week-end avec son fils pour utiliser cette fameuse canne à pêche chez sa cousine Annette et rencontrera alors le garde-pêche qui est Louis de Funès. S'ensuit une série de quiproquos où Annette, fiancée, sera suspectée d'être l'amante de son cousin. Histoire simple, mais pourtant succès et rencontre importante dans le milieu du cinéma entre ces deux acteurs. Poisson d'avril met une nouvelle fois en scène Bourvil dans un rôle naïf qui plaira au public du cinéma français, même si cela commence à faire beaucoup. Pourtant, en 1958, Bourvil eut un rôle différent de ce qu'il avait pu avoir jusqu'à maintenant, en jouant un rôle plus dramatique dans Le miroir à deux faces d'André Cayatte. Peut-être fût-ce la traversée de Paris 2 ans plus tôt qui commença à convaincre les réalisateurs d'un potentiel dramatique chez Bourvil. Le miroir à deux faces raconte l'histoire de Pierre Tardivet, un professeur qui, grâce aux petites annonces, va trouver une épouse en Marie-Josée Vozang, interprétée par Michel Morgan. Si la jeune femme est bien sous tout rapport, elle est complexée par son visage qu'elle trouve laid, mais Pierre s'en fiche et l'aime telle qu'elle est. 10 ans après, Pierre a un accident de voiture qui l'oblige à passer entre les mains du chirurgien Bosc, interprété par Gérard Houry, qui en voyant sa femme, se rend compte du potentiel de Marie-Josée et veut l'opérer. Pierre refuse, mais elle se fera opérer en secret. Une haine s'installe alors au sein du couple, car Pierre ne reconnaît plus sa femme, même si il n'y a que son visage qui a changé. Nous avons affaire à un différend au sein du couple, Pierre préférant sa femme d'avant et ne se rendant pas compte du mal que sa femme vivait et maintenant sait qu'elle pourrait trouver mieux que lui. Sa femme, quant à elle, qui avait souffert de ce visage disgracieux, se rend compte de sa nouvelle beauté mais aimerait rester avec son mari puisqu'elle l'aime, mais c'est Pierre qui va abattre le couple avec son caractère de plus en plus insupportable. Enfin, un rôle réellement dramatique pour Bourvil, qui peut jouer les ivres, le mari jaloux, blessé, qui ne reconnaît plus la femme avec qui il a passé 10 ans de sa vie. D'ailleurs, lors de la scène où il violente sa femme, il est tellement convaincant qu'il sera longuement applaudi par l'équipe. Ce fut là la rencontre entre Michel Morgan et Gérard Houry qui passèrent leur vie ensemble. Gérard Houry s'inspirera de l'accident de la 2 chevaux pour le corneau. Si le combo Bourvil-Claude Autant-Laura avait marché 3 ans auparavant, il arrive que celui-ci ne marche pas au box-office à tous les cas. C'est le cas avec La Jument Verte, en 1959, d'après le roman de Marcel Aimé. La Jument Verte, c'est l'histoire de la famille Audouin, qui a fait fortune grâce à une jument verte, comme l'indique le titre. Les Audouin sont en concurrence avec les Maloré, qui sont jaloux de cette jument. Éclate alors la guerre de 1870, où Zef Maloré va dénoncer Honoré comme franc-tireur, et Honoré va assister en se cachant sous le lit de sa mère à son viol par un soldat. La haine entre la famille s'attise alors un peu plus. Le film choque par déjà les scènes sexuelles sous-entendues. Jamais Bourvil n'avait été associé à ce genre de film. Comme beaucoup d'acteurs l'expliquent en général, ils sont cantonnés à un rôle, et s'ils sortent de ce rôle, le public est déçu. Et c'est le cas pour le film, qui ne connaîtra pas de succès. Un film à voir pour comprendre ce que je veux dire, ce n'est pas un hasard si je l'ai mis dans la liste.
Heureusement pour lui, Bourvil a plus d'une corde à son arc et reçoit toujours des propositions de réalisateurs, dont celle d'Alex Joffé pour Fortuna en 1960, qui le réunira de nouveau avec Michel Morgan. Le film est inspiré du roman éponyme de Michel Bretman. Le film Fortuna se passe en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Juliette Valécourt, donc interprétée par Morgan, doit fuir car son mari fait partie de la résistance, a été capturé par les Allemands. Ils doivent donc franchir la ligne de démarcation pour être en sécurité. C'est l'institutrice qui va l'aider et l'envoyer à Toulouse avec une nouvelle identité, et Noël Fortuna, ancienne élève un peu benée de l'institutrice, s'était prise d'affection, qu'elle envoie avec la famille pour leur faire passer la ligne et les aider à s'installer. De fil en aiguille, Juliette, qui voulait rester seule avec ses enfants, ne va plus pouvoir se passer de l'aide de Noël, qui commence à prendre son rôle de faux mari au sérieux. Le film est un succès commercial qui réunit plus de 3 millions de spectateurs au cinéma, et le film est le préféré de Bourvil et de Michel Morgan. L'un des fils de Juliette est interprété par Frédéric Mitterrand, qui sera malmené par le réalisateur pendant le tournage. Un jour, l'enfant n'en peut plus et ne veut plus jouer. Bourvil réglera ce malentendu avec le réalisateur, qui sortira grognon de sa loge alors que Bourvil était heureux d'avoir pu aider l'enfant. En 1963, c'est de nouveau dans un rôle sérieux que nous retrouvons Bourvil, dans Les Bonnes Causes, de Christian Jacques d'après le roman éponyme de Jean Laborde. Les Bonnes Causes raconte l'histoire de Gina, interprétée par Virna Lisi, qui, infirmière de Paul Dupré, assiste à sa mort soudaine après lui avoir fait une injection. Les soupçons se posent alors directement sur elle. L'épouse de Paul, Catherine, interprétée par Marina Vladi, va alors engager des poursuites contre Gina avec l'aide de son avocat Charles Cassidy, interprété par Pierre Brasseur. L'enquête est alors confiée au juge Albert Godet, interprété par Bourvil, qui croit en l'innocence de Gina. Dans ce rôle, Bourvil est calme, serein face à la situation. Il interprète le rôle du juge de la manière la plus parfaite qui soit, c'est pour ça que je me devais de mettre ce film dans cette vidéo. Pourtant, s'il paraît serein dans le film, il avait peur de Pierre Brasseur, qui était très colérique lors des tournages. Finalement, les deux acteurs s'entendront à merveille et rejoueront ensemble par la suite. La même année, nous le retrouvons avec un réalisateur pour qui il tournera plusieurs fois. Ici, il s'agit d'un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky, d'après le roman de Michel Servin, Deo Gratias. Un drôle de paroissien, c'est l'histoire de la famille Lachonaille, qui, aristocratique, ne travaille pas, et donc pense qu'il est inconcevable de travailler. Un jour, Georges, interprété par Bourvil, croit que Dieu lui donne pour mission, pour gagner de l'argent, de voler dans les troncs des églises l'argent des croyants. Il met au point des techniques de plus en plus sophistiquées pour y parvenir, avec l'aide de Raoul, interprété par Jean Poiret. Le film critique l'aristocratie qui ne travaille pas car se croit mieux que le bas peuple pour travailler. Élément historique qui persiste à l'époque du film, qui ne date pas d'aujourd'hui. À la base, le rôle principal a été proposé à Fernandel, qui refusa car on avait marre de tourner dans les églises comme il l'avait fait pour tous les dons Camillo. Bourvil accepta donc le rôle contre l'avis de sa femme. D'ailleurs, Bourvil proposa un arrangement pour le salaire en fonction des recettes qu'il fit. Louis de Funès faillit participer aussi au film dans le rôle de l'inspecteur, mais ce fut pour Francis Blanche. Maintenant, on s'attaque à un classique dans la filmographie de Bourvil, puisqu'on va parler des Grandes Gueules de Robert Enrico, sorti en 1965. Il s'inspire du roman Le Haut Fer de José Giovanni. Dans ce film, Bourvil interprète Hector Valentin, un bûcheron qui vivait au Canada et revient dans les Vosges dans la Syrie familiale. Il veut faire revivre la Syrie, mais une autre Syrie a beaucoup plus de succès. Il s'agit de celle des Terrasses. Deux gars en cavale, dont Laurent Daneker, interprété par Lino Ventura, va proposer de travailler à la Syrie, puis d'engager des détenus pour les aider. La guerre débute alors entre les deux Syries qui ne se feront pas de cadeaux. Les Grandes Gueules met en avant un Bourvil fort de caractère qui fait ce qu'il peut pour faire revivre ses racines et cohabiter avec tous les hommes qu'il a engagés. La fin du film montre le pouvoir de l'amitié entre les hommes, et ça c'est beau. Bourvil ne sera pas doublé dans la scène où il dévalera la pente avec ses bûches et se mettait souvent en retrait des autres membres de l'équipe de tournage pour pouvoir s'imprégner du rôle. D'après Giovanni, il était un peu trop dans ce rôle, quitte à être pénible des fois. Il y eut beaucoup de bagarres pendant le film, 6 chevilles cassées en tout pendant le tournage.
Le film fut très pénible à tourner pour tout le monde, même si c'est une réussite totale. Petite anecdote aussi concernant Lino Ventura, il n'aimait pas les scènes d'amour dans les films qu'il tournait, or il devait embrasser Marie Dubois. L'équipe ne le mit donc pas au courant, et Marie Dubois l'embrassa par surprise lors de la fameuse scène du baiser. Le dernier film, je l'ai gardé pour la fin exprès parce que non seulement il s'agit d'un classique, mais aussi du salut de Bourvil au cinéma, même si ce n'est pas tout à fait son dernier film. Il s'agit du Cercle Rouge, de Jean-Pierre Melville, sorti en 1970. Le Cercle Rouge, c'est l'histoire de Coré, interprété par Alain Delon, qui sort de prison. Avant de sortir, il a accepté un coup à faire, et pour cela va devoir réunir plusieurs autres hommes pour faire le casse avec lui. En parallèle, Vogel, qui était conduit en prison par le commissaire François Mattei, interprété par Bourvil, s'est échappé, et Mattei cherche à le retrouver. Les deux histoires se croisent, et s'engage donc une course-poursuite entre le commissaire et le casse prévu. Dans ce film, Melville offre à Bourvil un rôle en or pour sa fin de carrière qui est proche puisqu'il est malade. Bourvil, en interprétant le commissaire, tient un rôle dramatique dans un film policier et certainement l'un des plus connus de Melville. D'ailleurs, pour une fois au générique, c'est André Bourvil qui sera crédité et non simplement Bourvil comme il est fait d'habitude. À la base, cela devait être Lino Ventura dans le rôle de Mattei, mais il s'était fâché avec Melville sur le tournage de l'Armée des Ombres l'année d'avant. Dans le film, Bourvil interprète beaucoup de scènes dures comme les poursuites, malgré la maladie qui le fait souffrir. Il tient le coup grâce à son mental et la morphine qui l'aide à tenir le rythme de tournage. D'ailleurs, Bourvil apparaît comme fatigué. Sur tous les plans, il ne sourit pas à la demande de Melville, seulement à ses chats, qui sont ceux du réalisateur. Bourvil demandera à retourner la dernière scène du film, ce qui étonna le réalisateur car la scène était muette, mais ce fut au final pour entonner la tactique du gendarme afin de faire rire l'équipe et faire retomber la pression du tournage. La promesse de tournage dans la folie des grandeurs fait tenir Bourvil qui tient avec son cancer depuis près de 3 ans maintenant, mais même les plus grands finissent par tomber, injustement. C'est ainsi que André Rimbourg s'éteint le 23 septembre 1970 à l'âge de 53 ans. Bourvil, c'était un rire communicatif jusqu'à la fin, un bonhomme venu sur Terre pour nous faire rire mais aussi pour jouer dans des films plus sérieux. Admiratif de Fernandel, il a fini par devenir aussi populaire, voire plus que lui au sein du cinéma français. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers, on ne le dira jamais assez. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que mon film préféré dans la carrière de Bourvil reste tout de même La Grande Vadrouille, même si un tas d'autres films valent le coup d'être vus. Et vous, quel est votre film préféré de Bourvil? Et on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous explique la tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous, contraventions.